Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve sur notre, enfin c'est pas vraiment une campagne, mais sur notre aventure sur Ostérion. La dernière fois on avait créé le personnage, j'avais également raconté un petit peu le fluff donc du jeu entre guillemets, j'avais lu un petit peu le début. Et là on se retrouve du coup pour le premier scénario, donc c'est pour l'éternité, voilà c'est le nom du scénario. De mémoire, enfin il me semble que au moment où j'ai créé le personnage, j'ai oublié de lui mettre les sorts. Donc je vais regarder ça pour essayer de lui mettre les sorts parce qu'il me semble que en étant elfe, j'ai le droit à des sorts. Donc je regarde ça tout de suite. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. En fait, il est écrit que en temps normal, on n'a pas de magie, mais quand on a un bonus en abracadabra, attendez, j'ai pas mon voilà. Quand on a un bonus en abracadabra, donc c'est écrit ici. Magicien n'est pas une vocation et tous les PJ, donc les personnages joueurs, peuvent maîtriser la magie s'ils possèdent un bonus en abracadabra. Cela concerne automatiquement les personnages joueurs dont la vocation se donne ce bonus, c'est-à-dire archère évanescente, et nous, on avait dit qu'on était justement archer évanescente, donc on a le droit à ce bonus, parce qu'en plus, notre personnage, il a un bonus en abracadabra de +1. Donc, du coup, on a appris à lancer des sortilèges. Les autres doivent placer leur bonus libre en un catapra ou attendre de gagner un +1 avec l'expérience. Ok. Donc nous on est bien. Donc les sortilèges connus. Donc au début du jeu, un PJ connaît un nombre égal à petit génie divisé par 2. Et donc après on choisit les sorts. Donc ça je l'avais pas fait au moment de la création du personnage. Mais je crois que de toute façon on peut les choisir à chaque nouveau scénario. Donc c'est pas très grave. Donc là je vais pouvoir le faire du coup. Donc on va vérifier petit génie combien j'ai moi. Alors petit génie, c'est là. Donc moi j'ai 7, c'est quand même pas mal. Hein. Divisé par 2, donc 3,5 arrondi supérieur, donc ça fait 4. Donc j'ai le droit à 4 sorts. C'est beaucoup 4 sorts, hein, mine de rien. Alors, on a quoi comme sort du coup? Du coup on a des cartes ici qui représentent les sorts. Ça évite de regarder sur le livre. Sachant que quand on joue en mode plateau, on n'a pas accès à tous les sorts, c'est normal puisqu'il y en a certains, c'est par rapport au maître du jeu. Alors comment on les reconnaît? Bah, c'est tout simple. En fait, sur les sorts, il y a parfois... Alors attendez, je cherche ma baguette magique, elle est là. Il y a parfois un petit symbole. Alors là, il n'y en a pas par exemple. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Là non plus. Ok. Là non plus. Histoire d'amour. Non plus. Voilà. Et ici, un petit MJ. Voyez. Ça veut dire que celui-là ne peut pas être lancé en mode plateau. Quand il y a un petit MJ, on ne peut pas le lancer. Donc pour l'instant, toutes les cartes que j'ai eues là, c'est bon. Celui-là, du coup, on peut l'utiliser, mais pas en +2 ni en +3. Par contre, on peut l'utiliser en +5 et en 0. Donc ça, on peut l'utiliser. Celui-là, tout va bien. Celui-là, c'est mort parce que c'est MJ, MJ. MJ et MJ. Donc celui-là, on peut même pas du tout l'utiliser en mode plateau. Voilà. Celui-là, c'est bon. Celui-là, c'est bon. Celui-là, MJ, MJ, MJ. Si, on peut l'utiliser, mais que en +3. Voilà. Ok. Et celui-là, c'est bon. Donc voilà, il n'y en a qu'un qu'on ne peut pas utiliser en mode plateau, c'est je vois tout. Tout le reste, tous les autres, on peut les utiliser. Donc là, on va devoir choisir, nous, les sorts qu'on peut avoir. Donc on peut avoir jusqu'à 4 sorts, il y en a 11, puisqu'on en a, non, il me semble qu'il y en a 12 au total, et on en a enlevé un, donc ça fait 11. Ok. Alors, ça va mieux. Ah, ça c'est intéressant, puisque c'est une sorte de sort de soin. La cible regagne 1 PR, elle ne peut pas remonter au-dessus dans ce total de départ, c'est logique. Donc celui-là, j'ai bien envie de le prendre. Comme je joue solo, c'est quand même bien de se soigner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va mieux, c'est pas mal. Ça, c'est les modificateurs. En fait, ce sera plus dur de le lancer. Une cible neutralisée revient à 1 PR temporaire. Elle n'agit qu'un tour sur 2, vous voyez? C'est des sorts plus puissants mais plus difficiles à lancer. +3 annule les effets d'une maladie ou d'un poison.
Plus 5, toutes les créatures dans la zone PJ regagnent 1 PR. Elles ne peuvent pas remonter au-dessus de leur... Ok. Normalement, c'est ça, si je vérifie bien. Ah oui, si je vérifie, parce qu'en fait, il n'y a aucune indication par rapport aux cartes dans le livre de règles. Si par exemple, je prends ça va mieux, qui est le premier ici. Mode plateau, oui, on s'en fout. Défense physique, la cible C. Voilà, le D correspond... Ah, il correspond à quoi le D? C'est ça, c'est bien la difficulté du test. Donc voilà. Donc là, moi, ça m'intéresse de prendre ça va mieux. Puisque c'est du soin. Et en tant que joueur solo, enfin en tant que personnage seul, on va dire, ça m'intéresse quoi. Donc ça, je vais le prendre. Vieille ruse. Oblige une cible intelligente à obéir à un ordre simple et unique. L'ordre ne doit pas la mettre en danger immédiat. D'accord. Ah ben je peux pas, c'est MJ. MJ on peut pas. Vieille ruse, je peux utiliser que le plus 3. Ok. Durant un tour, les cibles de la zone attaquent leurs alliés avec plus 1 à leur test d'attaque du fait de la confusion mentale. Ok, d'accord. Ok. Ok. C'est pas mal, mais plus 3, c'est assez dur du coup. Hein. J'ai 8 en Acadabra, donc plus 3, c'est déjà chaud, hein, vieille ruse. Hein, donc je pense pas le prendre. Trop. On va se concentrer déjà sur ceux qui ont 0. Même pas mal. Créer un bouclier magique qui dévie une attaque. Même magique. Le sort doit être lancé dans le même tour que l'attaque. Ok, ça peut être pas mal. On va regarder ce qu'il y a d'autre. Rhume ou insolation. Faire apparaître une flamme naturelle sur un objet combustible, elle s'éteint comme une flamme naturelle. Ok, ça peut être sympa. Ça c'est fort ça. Enflamme une arme ou un objet non combustible, l'arme fait plus 1 PR supplémentaire. Ça c'est pas mal. Hein. Ça c'est pas mal. Génère un projectile de feu. Ça aussi c'est pas mal. Ok. Pas mal le rhume. T'es bloqué. Fait apparaître des contraintes qui bloquent un tour les pieds de la cible. Seuls les bras sont libres, test -1 aux actions physiques. Ok. Fait apparaître des contraintes qui bloquent une cible. Aucune action physique à chaque tour. Test de tout casser ou en souplesse pour se dégager. D'accord. Donc ça c'est un stun quoi, une sorte de stun. Sortir du chapeau. Téléporte un objet comme épée dans la main du lanceur. L'objet téléporté est prélevé au plus près et disparaît donc de l'endroit où il se trouvait. Il y retourne à la fin de l'effet. D'accord. Là on téléporte une créature. D'accord. C'est pas mal ça aussi. La honte. La cible est incapable de parler sans placer des mots ridicules. Elle perd 1 à sa DM contre des manœuvres. Donc sa DM c'est sa défense mentale. C'est rigolo ça. Transforme une cible en créature ridicule de même taille au choix du MJ. Elle ne perd pas ses aptitudes et n'en gagne pas, mais elle a plus 1 à ses tests sociaux. Ok. C'est rigolo ça. Ça c'est pareil. Ah, d'accord, on a quoi d'autre? Poudre aux yeux. Modifie l'apparence sans modifier la taille et les caractéristiques. Chaque PNJ voyant la cible fait un test en abracadabra de difficulté égale à la DM du lanceur pour déterminer s'il croit à l'illusion. D'accord, c'est pas mal ça. C'est vraiment pas mal ça aussi. Rend flou la cible. D'accord. Test, t'es tout fragile. Fatigue physiquement la cible. Plus 1 à tous ces jets de base gros bras. Si le sortilège échoue lorsqu'il est le lanceur subit l'effet pour 2 tours. Ah ouais, c'est chaud. Faut pas rater quoi. Ouais, faut pas rater quoi. Sous-en fait, permet à la cible de respirer en l'absence d'air, comme sous l'eau. Elle n'est plus affectée par les gaz. C'est pas mal.
Augmente d'un point une qualité de la cible au choix du lanceur. Pas mal ça aussi. À 1 mètre du sol. Permet la cible de voler à 1 mètre du sol, elle se déplace de la moitié de son mouvement normal. Pas mal aussi. Histoire d'amour, on l'a déjà vu. Non. La cible intelligente pleure ou rit aux larmes. Plus 1 à cet test. Pas mal. Effraie une cible. Elle fuit le plus loin possible. Si la cible est bloquée, elle ne bouge plus. Elle est attaquée, elle se défend. Elle est attaquée. Trouble une cible qui voit le lanceur comme son idéal féminin masculin. Plus 2 à ses tests contre le lanceur. Ok. Une cible intelligente a une confiance absolue envers le lanceur. Elle peut se battre pour lui si ce n'est pas suicidaire. C'est pas mal. Il y a quand même pas mal de trucs. Par contre, je comprends pas. La cible intelligente pleure ou rit aux larmes plus 1 à ses tests. Et je comprends pas parce que les créatures ne font... Enfin, ils font pas de tests. J'ai pas lu qu'ils faisaient des tests, les créatures, donc je sais pas. Ou peut-être que si. Faut que je vérifie ça. Si, ils font bien des tests en opposition. Bon, c'est compliqué, on verra ça, mais c'est compliqué. Ok, donc là, ça va mieux, c'est sûr. Je vais prendre quoi? Histoire d'amour, ça peut être sympa. Plus 1, c'est test. Ça coûte 0 pour le lancer. Par tes paroles. Ouais, ok. Défense mentale, c'est logique. Ça dure qu'un tour. Ouais, c'est un peu nul. C'est ça dure qu'un tour, hein. Durée tour, c'est qu'un tour, il me semble. Il me semble que c'est ça. Durée en tour. Les effets sont immédiats et n'ont pas de durée. Non. Les effets durent un nombre de tours. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un tour. Ça, c'est un peu pourri. Créer un bouclier magique qui dévie une attaque. Ouais. Ça peut être sympa, ça. Même pas mal. Je pense que je vais prendre même pas mal. Je vais prendre sous en fait. Ça me plaît bien. Et puis t'es tout fragile, poudre aux yeux. La honte. Je vais prendre la honte. Voilà. Voilà les 4 sorts que je prends. Alors, j'ai fait peut-être pas du bon choix, hein. Mais voilà les 4 sorts que je prends du coup pour mon personnage. Hop là. Donc je vais vous montrer. La honte. Sous en fait, même pas mal et ça va mieux. Donc là normalement on devrait les écrire directement ici dans magie. Mais comme il y a des cartes, ben, je vais les garder. Voilà, je vais les mettre à côté de mon personnage et puis voilà. Pour dire que j'ai le droit à ça. Ça c'est cool. Hop, on va les mettre là. Voilà. Voilà mes sorts. Donc ça, j'avais choisi ça. Enfin, je les avais pas choisis justement. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit le scénario? Alors, pour l'éternité. Déjà, on nous dit que, alors ça correspond à ça en fait, à des petits pions comme ça là, des petits tokens rouges. C'est en fait un peu le stress du donjon. Plus on va avancer dans le donjon, plus on va faire des actions évidemment, plus on va avoir des loupés ou des trucs comme ça. Et à chaque fois qu'on a des loupés, on doit mettre des pions comme ça, les uns par-dessus les autres, entre guillemets. Voilà. Et si jamais, à un moment donné, la pile se casse la gueule, parce que vous voyez que, regardez, voilà, comme là. Si jamais la pile se casse la gueule,
On doit tirer une carte stress. Enfin, c'est pas une carte stress, je sais plus c'est quoi la carte. Enfin bref. C'est plutôt bien pensé. Franchement, j'aime bien. Donc là, on commence avec 1, puisque dans le donjon, il y en a un. Je vais le mettre là. Voilà. Donc là, on commence avec 1 ici. Ça, on va dire que c'est le stress. Ici, ça nous indique un petit peu tout ce qu'on va avoir besoin pour faire le scénario. Donc ça va être, donc c'est les symboles. Donc ça va être par exemple de la parole, des trucs comme ça, du mental. Là, on peut voir donc les têtes, c'est du mental. Vous voyez rien, mais attendez. Là. Les têtes ici, c'est du mental. Au-dessus, c'est du social, ici. Ici, c'est la force, enfin le physique. Et en dessous, le physique, c'est... On voit rien, c'est quoi? On voit pas, je vais faire un focus. Une sorte de ballon avec un truc magique, là. Un truc, je sais pas c'est quoi. C'est la finesse, d'accord. Et en fait, ça représente les niveaux de difficulté. Donc on voit que en termes de physique, là, il y a niveau 1 en difficulté, donc ce scénario-là, il ne devrait pas demander beaucoup de physique. Vous voyez? Par contre, il devrait demander beaucoup de social. Voilà, donc ça c'est la difficulté par rapport aux statistiques qu'on peut avoir besoin. Voilà. Donc le nombre de joueurs, donc 3, 5, nous, je vous rappelle qu'on est considéré comme 4 joueurs, puisque nos stats sont faits pour 4, comme si c'était 4 joueurs. On a un groupe de 4, mais je suis tout seul en fait, ok? Le contexte, donc le village de Boisfeuille se loge dans une forêt guiboyeuse que les bûcherons exploitent malgré la superstition locale. Une caverne maudite depuis qu'un jeune chevalier est entré et n'en est jamais ressorti. Or, il semble que la grotte connaisse un regain d'activité. Un bûcheron aurait aperçu une bande d'orques en prendre possession, ce qui suffit à entraîner l'arrêt de l'exploitation forestière. Le roi des Vaux a décidé d'envoyer les ribauds en reconnaissance aux alentours de Boisfeuille. L'intervention doit être rapide, le bois doit à nouveau flotter sur la rivière et alimenter les marchés du royaume. Ok, donc je vous rappelle que Boisfeuille se trouve au niveau de la map ici. Donc là, on va aller ici. Et vous voyez qu'ici, il y a une rivière par rapport au refuge. Donc je pense que c'est ça qu'on doit libérer. L'arrivée au donjon. Lisez le texte suivant en mode plateau. Exactement. Là nous, on joue en mode plateau. Hein, parce qu'on joue solo. Alors, je vais essayer de... Ouais, ça va pas comme ça. Je vais essayer de bien vous mettre comme il faut. Le problème, c'est que comme je dois tenir le livre, je peux pas faire le focus en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Là. Donc, une tribu d'orques a été aperçue au lieu-dit de la caverne du chevalier. L'endroit est maudit pour les quelques habitants de la région qui l'évitent soigneusement. Selon vos informations, les orques ne sont pas très nombreux et votre mission consiste surtout à vous assurer qu'ils n'installent pas leur repère si près du village, situé à moins d'une lieue plus au sud. Il faut vite les déloger. Ok. La végétation est riche et les cerfs, présents au loin, ne semblent pas craindre votre présence. Après 1 heure sur votre route détrempée par les orages, vous arrivez en vue de la grotte. Vous entendez le doux ruissellement de la rivière qui l'a creusée. Rendez-vous sur la tuile 1. Quand finir? Lorsque l'issue du challenge vous dit que la mission est manquée ou lorsque vous décidez de quitter le donjon, quand vous pensez avoir réussi la mission, lisez la partie fin du scénario. Note pour le MJ, ça on ne doit pas le lire, donc on ne le lit pas. Donc déjà rendez-vous sur la tuile 1, et donc la tuile 1 elle est ici. Motivation des protagonistes. Les esprits des magiciens, donc ils feront tout pour que leur captif... Ah merde, ça pardon, faut pas le lire. Ça fait partie du MJ, et il faut pas le lire, le truc vert, faut pas le lire, ok? On le lit pas. Donc l'entrée de la caverne, 1, on récupère donc cette tuile là. Alors, je l'ai mise de côté, donc ça c'est, hop, elle est là. Vous voyez, c'est tout petit. Mais le donjon, plus on va avancer, et plus on va se balader dans le donjon. D'accord? Notre personnage, donc, il va commencer ici, hein, puisqu'on entre dans le donjon, entre guillemets. Ça, on va le mettre là pour l'instant.
Voilà. Et là, ça nous dit quoi? Ça nous dit pardon, que quand on arrive au niveau de la pièce, parce que là on rentre dans le donjon, hein, on doit piocher une carte ici, donc on va peut-être lire d'abord l'entrée de la caverne. Une vaste caverne vous fait face, traversée par un cours d'eau bruyant. Le sol maçonné a subi les assauts du temps. De l'autre côté, au nord, un passage s'enfonce dans l'obscurité. Des voix en proviennent et murmurent des paroles incompréhensibles. Soudain, une lueur vacille quelques secondes avant de disparaître. Vous pouvez inspecter les lieux 1 ou traverser la rivière en 2. Donc là, on peut inspecter le lieu ici, en 1. Ou alors, on peut traverser la rivière. On voit qu'il y a une corde ici. On peut peut-être traverser la rivière avec la corde qui est ici. Voilà. Par exemple. Ok? Donc là, je vous disais qu'on doit choper une carte parce qu'ici, c'est marqué prendre une carte. Donc ça, c'est les cartes d'événements, en fait. Et ici, ça nous dit de prendre une carte événement. Sauf que les cartes événements, suivant la couleur, on ne doit pas les choper, on ne doit pas les prendre toujours au même endroit. Donc je ramène le tas de cartes événements ici. Et en fait, normalement, on doit les mettre, en temps normal, on doit les mettre dans le sabot ici. Mais comme je les ai slivées pour pouvoir mieux les mélanger, bah, elles ne rentrent plus dedans. Donc j'ai simplement mis au-dessus les cartes. Parce qu'en fait, on doit pouvoir voir la petite boule. Hop. On doit pouvoir voir la petite boule ici, là. Vous voyez? Donc là, vous la voyez peut-être pas bien. Mais elle est de couleur jaune. Elle est de couleur jaune. Et la couleur jaune, ça nous dit pendant l'action. Donc là, on doit prendre la carte, parce que ça nous est indiqué dans le livre qu'on devait prendre une carte, pendant l'action. Ok? Donc dès qu'on va faire une action, on va devoir prendre la carte. Pour l'instant, on ne fait rien. Là, on nous propose, le livre nous propose soit d'inspecter les lieux, soit de traverser. Je ne suis pas obligé d'inspecter les lieux. Par contre, je suis obligé de traverser parce que c'est une action bleue. Bon, on va d'abord inspecter les lieux, hein, du coup. Hein. Donc là, la première action qu'on va faire, nous, c'est qu'on va inspecter les lieux, hein, tout simplement. On pourrait se déplacer, hein, évidemment. Voilà, par exemple. On peut se déplacer d'autant qu'on a de corps. Enfin, c'est illimité en machin. Quand on n'est pas en... Comment dire? Il y a deux trucs importants à savoir dans le jeu. C'est quand on n'est pas en contact de quelqu'un, c'est-à-dire on n'est pas... Non, ce que je veux dire, pas contact, mais comment ils disent ça déjà, eux? Hein, si je vais vous dire ça tout de suite. C'est pas contact le mot, c'est... Il y a un mot bien spécifique. C'est... En opposition, voilà. Quand on est en opposition, on n'a pas le droit de se déplacer comme on veut. Par contre, quand on n'est pas en opposition, on peut se déplacer un peu comme on veut. Donc là, je suis pas en opposition puisqu'il n'y a rien. En opposition, ça veut dire quoi? En opposition, ça veut dire qu'on est avec quelqu'un. En fait, on est opposé avec un personnage. Tout simplement. Voilà. Donc là, je suis pas en opposition. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'inspecter les lieux pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Sur le livre, on joue beaucoup avec le livre, hein. Ouais, clairement. Donc sur le livre, on nous dit, par exemple, pour le 1, inspecter les lieux. 1 avec un point d'exclamation, Eureka -2. Donc comment ça marche? En gros, ça veut dire que pour inspecter les lieux, je dois avoir une réussite. Ça, en fait, c'est le nombre de résistances. Si par exemple c'était marqué 2, eh ben, ça veut dire que je devais faire 2 fois l'action pour avoir 2 réussites. Et là, une réussite, ça fonctionne. Par contre, ici, le point d'exclamation avec le 1 à l'intérieur, entre parenthèses, ça veut dire que ce test-là, je peux le faire qu'une seule fois. Donc si par exemple, si c'était marqué 2 ici avec un 1 là, bah, c'était impossible de réussir puisque je pouvais avoir qu'une seule réussite sur un test. Vous voyez ce que je veux dire? Eureka 2, c'est la compétence qu'on doit utiliser pour faire ce test. Voilà, et ça sera tout le temps comme ça. Donc pour inspecter les lieux, il faut que je réussisse. Hein.
Donc il faut un point, que j'enlève un point de résistance, entre guillemets. Et il faut utiliser Eureka 2. Donc si je regarde la fiche de mon personnage, Eureka c'est ici. Bon, vous voyez peut-être pas bien. Mais Eureka, j'ai 7 plus 2. Voilà. Donc ça veut dire que là, Eureka, j'ai 9. Ah, c'est vrai qu'il y a un égal là, j'aurais pu mettre 9. Bon, c'est pas grave. Ok, donc 7 plus 2, ça fait 9. Donc j'ai 9 en Eureka. Donc quand on fait un test, quand on n'est pas en mode stress, hein, on lance 2 dés. Ok, je vais les mettre là. On lance 2 dés. Alors, par contre là c'est Eureka moins 2, hein, attention. Hein. Donc du coup ça me fait plus 9, mais ça me fait 7. Ok, allez on lance les dés. J'ai fait 4. Si notre résultat des dés est inférieur ou égal au nombre défini sur ma fiche, le test est réussi. Si par contre le résultat est supérieur, le test est raté. Donc là le test c'était, fallait faire 7 ou moins. Du coup j'ai fait 4. Donc là le test il est réussi. Donc là j'ai réussi le test puisque j'ai fait 4. Alors je sais pas, j'espère que vous avez bien compris, parce que ça c'est un petit peu... au début quand on lit comme ça les règles, c'est vrai que c'est pas évident à comprendre. Il y a pas mal de modificateurs à prendre en compte. Mais en fait, quand vous faites un test, vous lancez les dés, et si jamais le résultat est inférieur ou égal à la spécialité, bah là vous avez réussi. Là il n'y avait pas de difficulté de test, il n'y avait pas de modificateur sur le test. Des fois il peut y avoir un modificateur par rapport au dé, en disant bah voilà, sur votre dé vous gagnez plus 1 ou plus 2 ou moins d'1 ou moins 2, ça dépend. Là il n'y en avait pas. Et par contre, là, on avait un modificateur par rapport à la spécialité, le moins 2. Ok. Donc là, c'est réussi. Comme c'est réussi, bah, je vais lire le succès. Alors, le succès, ça me dit quoi? Une crue récente a laissé des objets inhabituels comme une parure orque. Des traces de griffes sont visibles sur la rive en aval. Des orques auraient-ils été emportés par les eaux? Ah. Donc là, on voit bien, du coup, il y a bien des orques qui sont passés par là, puisqu'on a vu des objets d'orques, tout simplement. Alors ici, il y a un petit texte à droite, là. Je ne sais pas s'il faut le lire, on va le lire. Les parois de la grotte sont encore mouillées, jusqu'à hauteur d'homme. Des planches de bois reposent au hasard au sol. La rivière semble calme, mais on devine que son flot peut être déchaîné. Ok. Donc ça, c'est la première action. Et la deuxième action, du coup, qui nous disent de faire, c'est la corde. On est obligé de faire la corde. Donc la corde, c'est traverser la rivière. Cette fois-ci, c'est quel athlète plus 1. Donc là, c'est un test qui va m'aider, du coup. Là, c'est un test qui a été beaucoup plus dur. Une corde a été jetée en travers de la rivière. Le chanvre est un excellent état. Elle a donc été placée là récemment. Elle peut servir pour rejoindre l'autre berge. Voilà. Ok. Donc on traverse la rivière. On n'a qu'une seule tentative. En quel athlète plus 1? Alors, quel athlète? Moi, j'ai 5 plus 3. Ça fait 8 plus 1, 9. Je suis à 9. Je lance les dés. Allez, c'est parti, 9. Ouh, j'ai raté le test. Puisque j'ai fait 6 et 5, j'ai fait 11. Donc là, c'est raté, puisqu'il fallait que je fasse 9 ou moins. Donc, échec. Il faut lire maintenant échec. Vous n'imaginiez pas la rivière aussi tumultueuse. Un témou vous bouscule. Vous perdez votre sac d'équipement ou vous perdez un PR. À vous de choisir. Haha, les salauds. Ouais, bah, de toute façon, on est d'accord que mon sac d'équipement, bah ouais, mais non, non, je perds pas mon sac d'équipement. Je perds un PR, hein, j'ai pas vraiment le choix.
Alors. Donc, je suis plus à 4 PR, mais à 3. Voilà, je suis à 3 PR. Ça va vite, hein. Ok, donc du coup, je réussis quand même à traverser, non? Je pense, ouais, hein. C'est ça. Donc je réussis à traverser, mais le problème, c'est que ben, soit j'ai perdu mon sac d'équipement, soit j'ai perdu un PA. Donc voilà, j'ai réussi à traverser avec la corde. Le problème, c'est que bon, ben voilà, j'ai perdu un petit peu de points de vie, hein, parce que j'ai tapé un caillou, on va dire. Voilà, hop, j'arrive là, donc je me balade, j'arrive ici, et là, on va devoir aller vers la deuxième tuile, du coup. Alors, on tourne la page, et on arrive au grand hall. Hein, donc 2, le grand hall. Ah mince, j'ai oublié de prendre... Pardon, excusez-moi, j'ai oublié de prendre la carte événement. Pendant l'action, donc pendant notre première action, on devait la prendre. Donc je la prends tout de suite. Alors ça nous dit quoi? Un sacré trou. Une partie du sol s'est effondrée et une large crevasse coupe la salle en deux. Rien de plus simple que de la sauter, mais ses bords semblent fragiles, ne pas pouvoir résister à votre poids. Il vaut mieux s'assurer au moment où vous désiriez la franchir. On retourne. Donc sacré trou. Donc c'est un challenge. Faire un nœud d'évadé. Main agile plus 0. D'accord. Donc en fait, pendant notre action c'est même avant ça. Hein. Ça c'était pendant notre action mince, comment ça s'appelle? D'inspecter les lieux. On a remarqué qu'il y avait un gros trou dans la falaise. Et du coup, on a un challenge et on doit faire un nœud d'évadé pour échapper au trou, quoi. Main agile plus 0. Main agile, j'ai combien moi, main agile? J'ai 5, 6, 7, 8. J'ai 8 en main agile, ok? Allez, c'est parti. Waouh, double 6, c'est un échec critique. Double 1, c'est une réussite critique. Double 6, c'est un échec critique. Donc là, déjà, c'est un échec. Quand on fait un double 6 en échec critique, ça veut dire qu'on stresse beaucoup trop dans le donjon et on doit mettre un jeton de stress. Donc je le mets. Je vous rappelle que s'il tombe, on pioche une carte. Voilà. Donc là, il faut faire attention maintenant à ne pas faire des mouvements trop brusques parce que si ça tombe, on est comme des cons. Donc là, échec critique, complètement même. Donc la carte me dit quoi? Le rebord cède sous vos pieds, vous heurtez l'angle de la paroi, perdez un PR, mais vous êtes sauf. Bon, bah je perds encore un PR, hein, du coup je passe à 2 PR. Ça commence bien le donjon. Hein. On s'est fait fracasser alors que on est quand même, normalement on est plutôt agile du coup. Donc là après, je fais mon action de corde, hop, comme vous l'avez vu, je me suis cassé la gueule. Et on arrive là, on arrive vers la deuxième tuile. Donc là, peut-être qu'avant que je prenne la deuxième tuile, je vais peut-être commencer à me soigner avec ça va mieux. C'est un sort. Alors, pour faire un sort, on doit utiliser la compétence Abracadabra. Moi, j'ai 7 plus 1, donc 8. Donc, la portée, c'est le toucher, c'est bon. La durée, c'est le tour. La cible, c'est créature. Ah mince, je peux pas utiliser sur moi. Je peux pas utiliser sur moi, je crois, parce que cible, c'est créature. Je vérifie si je peux utiliser sur moi ou pas. Donc ça, on défausse le challenge. Là. Voilà. Donc je vérifie. Si je peux... non, c'est pas ce livre-là. Si je peux pas l'utiliser, je suis un peu... Bah, je suis mal. Hein. Je suis mal. C'est-à-dire que je peux pas me heal. Il semblait pourtant qu'on pouvait se heal. Alors, je regarde les livres de sorts. En allant doucement pour pas faire tomber le bordel. Alors, ça va mieux. Donc ça dit quoi? Cible, créature.
Créature, la cible est un PJ ou PNJ. Bah, c'est bon alors. Ça marche. Créature, c'est un PJ. Donc moi, ça fonctionne sur moi. C'est ça. Donc c'est bien écrit, soit PJ, soit PNJ. Donc en fait, créature, c'est tout le monde en fait. Ils auraient pu mettre personnage, ça marchait aussi. Donc si, je peux bien le faire sur moi. Donc je vais le faire sur moi. Donc, donc pour faire un test, pour faire un sort du coup, je dois faire un test de abracadabra. Donc là, je suis à 8 en abracadabra. Donc pareil, 2d6 plus la difficulté de l'effet. Donc là, c'est un effet 0. Donc là, tout va bien. Plus la valeur de défense physique ou mentale du défenseur. Mais là, il n'y a pas de défenseur. On est d'accord, hein? Je vérifie. Ah ouais, il n'y a pas de défenseur. C'est parti, abracadabra. Et donc, c'était plus 0, plus 0. Il faut faire 7, c'est ça? Abracadabra, j'ai combien? J'ai 8. Il faut faire moins de 8. J'ai fait 7, j'ai eu de la chance. Donc 6 plus 1, 7, j'ai réussi donc le test. Comme j'ai réussi le test, la cible gagne 1 PR. Parce que j'ai fait mon test de ça va mieux. Allez hop, donc 1 PR. Donc là, je passe à 3 PR. Voilà, 3 PR. Par contre, comme j'ai subi un sort, j'augmente mon compteur de magie et je le mets à 1. À chaque fois qu'on subit des sorts, le compteur de magie augmente. Et du coup, maintenant que si je veux refaire un sort, sur moi par exemple, il y a mon compteur de magie qui va venir en plus dans le modificateur. Je pense que c'est pour éviter de spammer les sorts en fait, tout simplement. Voilà, tout simplement. C'est pour éviter de trop spam les sorts, je pense. Pour l'instant, je suis à 3 PR pour 4. Je reste comme ça. Je suis plutôt pas mal. Enfin, pas mal. On verra ça. Donc là, on continue notre aventure. On avance sur la deuxième tuile. Alors, on arrive au grand hall. Le grand hall qui nous dit... Même chose, on a une carte événement à piocher. Alors par contre, il faut qu'on regarde quand c'est qu'on la pioche. Il faut qu'on mette la tuile. D'accord. Ok. Donc on va mettre la tuile. Alors. Donc il faut que je récupère la tuile, donc je reviens. La tuile c'est celle-là, donc on place... Oh merde, j'ai fait tomber ça comme un débile. Qu'on place ici. Du coup j'ai fait tomber le truc là. Donc on les enlève et on doit piocher une carte. Je sais plus comment elle s'appelle. Hop là, je l'approche. Réaction en chaîne. Votre dernier geste était de trop, effectivement. Un mécanisme vient de s'activer dans tout le donjon. Vous entendez un bruit de rouage et des raclements de pierre qui résonnent partout. Un gigantesque piège s'est déclenché. Réaction en chaîne. Challenge. Bloquer ou éviter le piège. J'ai une tentative. Il me propose de faire le test à chaque tuile. Oh, sérieusement. Il me propose en souplesse plus 3. Donc ça va être sûrement pour bloquer ou éviter. Ou main agile plus 4. C'est à moi de choisir. Alors faites voir. Quand il y a un test comme ça, avec plusieurs, il me semble que c'est à moi de choisir. Voyons voir un petit peu mes stats en souplesse. Alors, en souplesse, on a quoi en souplesse? En souplesse, on a
C'est où en dessous? Ah, c'est là. 5 plus 2, 7. Ok. Et puis, sinon, main Gilles. 8. Donc, je vais utiliser main Gilles, hein, logique. Donc, je vais utiliser main Gilles pour essayer d'éviter le piège. Ou de bloquer. Plutôt bloquer le piège. Avec main Gilles, on peut le bloquer. Voilà. Main Gilles plus 4. Ah ouais. Ah, les enfoirés. Plus 4. Bah c'est bon, alors du coup, c'est bien pour moi, non? Ah oui, largement. Bah oui. Allez, main Gilles. C'est parti. Plus 4 en plus. Est-ce que du coup je suis en stress? C'est 3D, je crois, hein. Je pense pas que ce soit une action de stress. J'ai pas trop compris comment déceler une action quand on est stressé. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous rappelle en mode jeu de plateau, hein. En mode MJ, bah, c'est le MJ qui dit action stressée, je pense. Et là, je sais pas. Bon, bah là, voilà, j'ai 2D, hein, je pense pas être stressé, j'en sais rien, je sais pas. Bref, 2D. Main Gilles, c'est parti. Ah, double 1. Double 1, c'est réussite critique. Donc tout à l'heure, on a fait double 6, échec critique. Double 1, c'est réussite critique. Donc c'est vraiment l'inverse. Donc toute la réussite est doublée normalement quand on fait une réussite critique. Donc déjà, on va voir la réussite, qu'est-ce qu'elle nous dit. Alors, le piège est bloqué ou évité sur cette tuile. Vous pouvez continuer jusqu'à la prochaine tuile. Bon, bah voilà. Ça, je la mets de côté. Du coup, parce que il y a une réaction en chaîne à cause qu'on a fait tomber la pile tout à l'heure. Très bien, donc on continue notre aventure. On a continué notre délire. Donc la même chose, on arrive sur la tuile, on doit piocher une carte de bazar, hein, donc d'événement. Rouge, ça nous dit en sortant de la tuile. Donc je vais la piocher. Voilà. Je ne vais pas la lire tout de suite. Et on va la lire quand on sort de la tuile. Donc je vais la mettre là pour dire que quand on sort de la tuile, il y aura ça. Ok. Le grand hall. Allez, c'est parti pour le grand hall. Le plafond de cette salle se perd dans l'obscurité. Voilà. Deux escaliers sont visibles au nord. Ils mènent à une grille et à l'ouest, une porte en bois. Donc là au nord. Donc ça doit être celui-là. Et celui-là. Ok. Vous avez à peine le temps de voir une chaîne scellée dans le mur qu'un grondement sourd s'élève derrière vous. Une vague venant de la rivière vous projette. À l'espace d'un instant, vous avez eu l'impression que la vague prenait la forme d'une main et suivait un mouvement tout sauf naturel. Vous pouvez fuir vers le passage ouest, le 1, ou le passage nord, le 2. Une fois un des deux challenges joué, l'eau se retire après quelques minutes et vous pouvez accéder à l'une ou l'autre des sorties ou repartir vers la tuile 1, jouer 3. D'accord. Donc vers la porte en bois, le 1, vers la grille, le 2, ou vers la sortie. On retourne sur la tuile 1, après ce que j'ai compris. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut peut-être lire ça là. Les flots vous rattrapent et vous comportent, vous nagez dans le sens du courant, celui-ci vous porte et félicite vos efforts. Ah non, ça faut peut-être le lire après ça. Ça faut peut-être le lire après ça. Ok. Donc là, bah voilà les trois choix qu'on nous dit. Soit le 1, soit le 2, soit vers la sortie. Si on fait vers la grille, on a quel athlète plus 3? Si on va vers la porte en bois, on a quel athlète plus 1? Donc vers la grille, évidemment, c'est plus facile. On va peut-être aller vers la grille, vers le plus facile, hein, tant qu'à faire. Donc le 2, hein, on va aller au nord. Donc on va nager à contre-courant. Ok. C'est marqué, donc on n'a qu'une tentative par contre. Une seule tentative.
Quel athlète plus 3 et plus 1 si vous vous aidez de la chaîne. Ouais, pourquoi pas, il y a une chaîne, on voit qu'il y a une chaîne. Hein. Là, il y a une chaîne par terre, là, vous voyez, la chaîne là. En fait, ça s'est rempli d'eau, ça, je suppose. Donc, on peut peut-être s'aider de la chaîne. Allez. Donc, on va nager à contre-courant. On n'a qu'une seule tentative. Hein. Quel athlète plus 3? Moi, j'ai quel athlète? J'ai 5 plus 3. Ça fait 8. Plus 3 encore. Ça fait 11. Je pense que je vais réussir. Il faut que je fasse que un double 6 pour rater. Même pas, parce qu'il y a plus 1 si vous vous aidez de la chaîne. 2, ça fait 4. Donc là, c'est réussi. Donc j'ai réussi à nager vers le délire. Donc succès. Épuisé. C'est là. Épuisé. Non, pas épuisé. C'est là. Vous atteignez le haut des marches. Si, épuisé. Vous perdez un PR. Ah mince. Vous apercevez devant vous une grande statue en pierre sur un autel. Vous pouvez entrer en tuile 3. Vous dirigez vers l'escalier ouest et la tuile 4 ou quitter le donjon. Ok, donc déjà, j'ai réussi à traverser le donjon avec la chaîne. Hop là, ici. Super. Et là, ça me dit, les flots vous rattrapent et vous emportent. Vous tentez d'avancer à contre-courant pour vous diriger vers le passage. Voilà, bon, c'est ce qu'on a fait. Par contre, vous perdez un PR quand même. Hein. Donc je perds un PR, donc du coup j'étais à 3. Je passe à 2. Voilà, je passe à 2. Ok, ensuite, donc là ils nous disent, on aperçoit une grande statue en pierre sur un autel. Donc soit on va sur la tuile 3, soit on se dirige vers l'escalier ouest. Bon, de toute façon on a traversé, donc le but c'est d'aller vers la tuile 3, hein. Je vois pas pourquoi on irait vers la tuile 4. Une grande statue en pierre, je vois pas qu'est-ce que ça peut faire. Donc on y va, hein. On va vers la tuile 3, hein. Je pense que c'est plutôt bien. C'est parti. Donc on va vers la salle du gardien de pierre. Donc je la récupère. Et je suis à vous. Donc c'est celle-là. On la met donc tout en haut. Par contre, attention, on quitte. Elle va là. Hop là. Donc on quitte la salle. Et on avait du coup la carte à faire hein, quand on quitte la salle. Donc on l'a fait. Des traces de sang verdâtre et pourpre courent du sol au plafond, mais aucun corps, aucune trace de vie non plus. Si un combat a eu lieu ici, il est poursuivi dans une zone plus éloignée. Les traces sont tout de même étrangement réparties. Challenge. Il y a 2, 1. Il y a 2, hein, il n'y a pas 1. Ça veut dire qu'il faut le réussir 2 fois. Inspecter les traces, Eureka, plus 2. Donc il faut le faire 2 fois pour réussir ce challenge. Ok. On le fait tout de suite? Je pense que oui. Hein. C'est vrai que j'ai pas très bien compris le système de tours, je dois l'avouer. Je sais pas quand on peut jouer, quand on peut pas jouer. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que là j'avais le droit de me soigner avant d'aller sur l'autre tuile? J'ai pas tout compris le système de tours, c'est un peu flou, perso. Que je suis habité, parce que c'est sûrement parce que je suis habitué aux jeux de plateau. Hein. Et donc généralement il y a la phase des joueurs, la phase, vous voyez ce que je veux dire? Et là c'est pas le cas vu que c'est à moitié un peu un jeu de rôle. Parce que ça nous dit quoi? Ça nous dit exactement tour de jeu. Ouais, le tour, ok. Durant chaque tour, on peut réaliser une action de jeu et une seule. D'accord, mais
C'est comment les tours? C'est ça que je comprends pas. Ça, j'ai pas tout compris. Les systèmes de tours, là, j'ai pas capté. J'ai compris si on joue à plusieurs, j'ai compris, parce que moi, par exemple, je joue, mon collègue joue, moi je joue, mon collègue joue chaque tour. Et là, vu que je suis solo, je peux faire ce que je veux. Ça me paraît comme bizarre, non? J'ai pas tout compris. En dehors des challenges impliquant un PNJ, ok, donc c'est le cas là, le temps n'a pas d'importance et le joueur ne réalise qu'une action par tour. Durant un challenge impliquant un PNJ, c'est ce qui est écrit dans le livre, hein, le joueur peut faire agir les 4 PJ et il peut donc jouer jusqu'à 4 actions par tour. Ouais. Le nombre de tours en mode solo est mentionné pour chaque challenge. Ok. Je sais pas du coup. Est-ce que là je peux faire... je sais pas. Je sais pas comment ça marche. Est-ce que je peux faire 2 fois de suite là? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Ou pas. C'est pas écrit sur la... C'est pas écrit que j'ai qu'une action. Peut-être que je peux le faire, ouais, bah, je peux le faire, hein. On va voir, on va tester. On fait comme ça et puis si ça va pas, vous me direz dans les commentaires, hein. C'est peut-être que j'ai pas compris un truc. Donc déjà, on a le challenge, quel carnage, inspecter les traces, Eureka plus 2. En fait, ce qui me semble bizarre, c'est qu'on peut le refaire autant de fois qu'on veut. On peut jamais être en échec, c'est ça, je comprends pas. Ah si, on peut être en échec si on rate le jet. Si on rate le jet, c'est échec. Ok, j'ai compris. J'ai compris, c'est bon. Ok, super. Donc, inspecter les traces, Eureka plus 2. Moi, j'ai Eureka 7, 8, 9. Plus 2. Ça fait 11. C'est parti. Action. 11. 5, 6, 7, 8, 9. C'est réussi. Je retente. Parce qu'il faut 2, hein. 2 réussites. Donc, je refais 11. 9, c'est réussi. Donc là, j'ai réussi 2 fois. Comme c'était indiqué sur la carte. Donc, succès. Vous comprenez que c'est une mise en scène mal ficelée. Pas de quoi vous inquiéter. Ah, ok. Donc là, c'était du fake, entre guillemets. Ok. Donc ça, c'est fini. Par contre, j'arrive sur une nouvelle tuile. On n'oublie pas la réaction en chaîne qui nous dit, attention, il y a un challenge à chaque fois qu'on arrive sur une nouvelle tuile. Je choisis du coup la main agile, comme j'avais fait tout à l'heure. Plus 4, donc main agile, je suis à 8, ça fait 12. Donc 12. 3 et 2, 5, c'est réussi. Donc le piège est évité. Pour l'instant, le piège est évité jusqu'à la prochaine tuile. Ok, super. Pour l'instant, on a tout bien réussi. Ça, c'est cool. On arrive du coup sur la salle du gardien. La salle du gardien nous indique qu'il n'y a pas de carte événement à piocher. Oups, on voit rien. Voilà, 0. Donc, il n'y a pas de carte d'événement. La salle abrite une haute statue de pierre. Le sol est encore mouillé. Le courant a amoncelé les déchets dans un coin. Soudain, l'immense statue s'anime et s'avance, les poings levés. Oula, d'accord. Le golem fait trembler le sol à chacun de ses pas. Sa force paraît monstrueuse. Heureusement, il est particulièrement lent. Affronter le golem avant de pouvoir fouiller la pièce. Donc, il y a le golem en face de moi. Donc, je vais aller le récupérer. Donc, le golem se trouve du coup en face de moi ici. Voilà. Ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait des petites étoiles. Et du coup, il faut l'affronter. Oula, ça va être tant d'axes là, hein. Alors, comment ça marche, l'affrontement? Le gardien de pierre. La taille du golem lui interdit l'accès à la tuile 4. D'accord?
Donc ça veut dire qu'on pourrait... Bah non, parce que là, c'est un cul-de-sac, là, hein, la tuile. C'est un cul-de-sac, en fait, regardez. Ok, à moins qu'on puisse descendre par là, on ne sait pas. Comment ça marche? On voit qu'il faut... il a 5 en... Mince. C'est sa résistance. Il a 5 en résistance, plus le nombre de joueurs. Donc moi du coup je sais pas s'il faut que je compte pour moi faut que je compte 4 du coup pour solo. Parce que je suis pas vraiment solo, on est un groupe de 4 hein, je vous rappelle. Donc je compte pour 4. Donc du coup il a 5 plus 4. Donc il a 9. Le corps 10 5, ça représente sa défense. Si j'ai bien tout compris. L'esprit n'en a pas. Dans ta face, 10 plus nombre de joueurs, donc 4, 14. Donc c'est quoi dans ta face? C'est quand on l'attaque, je crois. Les manœuvres et attaques magiques affectant le mental n'ont aucun effet sur le golem. En plus des spécialités dans ta face ou vise l'œil, vous pouvez utiliser tout casser pour réduire sa résistance. Lenteur, les PJ ont 2 actions par tour face à lui. Ça c'est bien. Et moi du coup j'ai 8, on peut voir ici j'ai 8 actions avant que lui ne joue, du coup. Hein, un tour de jeu, c'est marqué là, solo 8. Un tour de jeu, j'ai 8 actions, parce que normalement, j'ai 4 PJ, hein, vu que je suis en confrontation. Donc j'ai le droit à 4 actions. Mais comme j'ai 2 actions par tour, je peux jouer 8 fois avant que lui ne joue. Ça paraît beaucoup, mais pas vraiment. Ok, regardons un petit peu, vu que c'est le premier combat du jeu, je connais pas trop. La FAQ, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il me semble qu'il nous disait un truc, la FAQ. Je vais vérifier ça. Voilà, sur la FAQ, il y a un petit descriptif là qu'on ne retrouve pas dans le livre de règles qui est plutôt sympa, qui est ici. Ça nous dit, alors, le nombre de PR, donc ça on le savait. Valeur de l'esprit, ça on s'en fout. Le symbole signifiant le nombre de PJ, ok, donc ça je l'avais dit. Le modificateur appliqué selon les affinités utilisées contre ce PNJ, donc là il n'y a pas d'affinité. Hein. Non, il n'y a pas d'affinité. Ok. C'est tout. Donc ça veut dire que là, c'est la valeur de corps 6, et la valeur de corps en défense, 3. Donc il a 6 de corps et 3 de défense. Ok. Donc ça veut dire qu'il va se déplacer. On peut se déplacer au nombre de corps normalement. Hein. Du coup, quand on est en confrontation, chaque personnage peut se déplacer par rapport au nombre de cases égal à sa valeur de corps. Voilà. Les cases sont représentées, en fait, vous ne les voyez pas, mais on a des petites croix. Ici, là, on a des petites croix. Ça représente les cases à chaque fois. Voilà. Vous ne les voyez pas, mais il y a des petites cases qui fait qu'on se déplace. Donc ça, c'est qu'en confrontation. Quand on n'est pas en confrontation, on se déplace comme on veut. Ok. Bon, on va pouvoir y aller. Donc là, c'est à moi. Alors, pour savoir qui c'est qui commence, si c'est le golem ou si c'est moi, il y a l'initiative. Moi, en initiative, j'ai 7. Comme on l'a vu sur ma fiche. Et le golem en initiative, il a combien? Je sais pas du tout. C'est vrai ça. L'initiative, c'est le même que l'esprit. Mais lui, il n'a rien d'esprit. Alors, c'est écrit dans les FAQ, comment on fait pour savoir l'initiative des monstres. C'est pas écrit dans le livre de règles, donc si on n'a pas les FAQ, on est comme des bébêtes. Initiative des PNJ. L'initiative est la plus haute valeur entre le corps ou l'esprit. En effet, corps est la plus haute valeur de gros bras ou de fauve habile. Et esprit, ok. Limitez la puissance des PNJ trop puissants. PNJ ayant plus de 8 ou de 10 en corps ou esprit. Si vous désirez rendre le combat moins ardu pour les PJ, prenez la valeur de défense physique pour son initiative. Non. Moi, je fais normal. Donc, l'initiative est la plus haute valeur entre le corps ou l'esprit. Donc là, lui, on a dit qu'il avait un corps de 10. Donc, son initiative est de 10. Très bien. Moi, mon initiative est de 7. Donc, il a une initiative plus basse que la mienne.
Enfin, plus haute plutôt. Et c'est qui commence? C'est celui qui est plus bas ou plus haut? C'est le plus bas. Ce qui semble logique. Celui-ci avec la plus élevée. Ah bah non. L'initiative des PJ et des PNJ détermine l'ordre dans lequel ils agissent. Celui avec la plus élevée agit le premier. Donc c'est lui qui a la plus élevée puisqu'il a 10. Donc c'est lui qui agit en premier, on est d'accord. C'est ça, hein. L'initiative est la plus haute valeur entre corps ou esprit. C'est ça. Donc il a 10 en initiative. Ok. Donc il agit avant moi, puisqu'il a 10 et moi j'ai 7. Et c'est celui qui a le plus haut qui agit en premier. Donc c'est lui qui agit. Donc déjà, son tour de jeu, il va faire quoi? J'en sais rien. Parce que là, il n'y a pas d'IA comme dans tous les jeux. Comme dans tous les jeux. Il peut s'agir d'un joueur différent. Ok. Page 46. C'est ce qui est indiqué. Page 46. Alors désolé, c'est pas vraiment fluide, hein, mais il y a tellement de règles et tout, je découvre en même temps que vous. Hein. Alors, incarner les PNJ. Si une interaction sociale, mais là c'est pas le cas. Dans ce cas, un modificateur d'impression PNJ. Ok. Si aucun joueur ne veut incarner le PNJ, le challenge est résolu avec les jets de dés sans interprétation du modificateur d'interprétation. D'accord. Mais comment on fait pour... ils se déplacent comment là, les monstres? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je sais pas comment ça marche. C'est pas écrit hein, dans le livre, je vous rassure, hein, je l'ai lu entier. Hein. C'est pas écrit que... En fait, c'est écrit qu'il y a des réactions. Ça, il n'y a pas de problème. L'attaque de mêlée. Donc lui, l'attaque de mêlée direct comme ça, mais non, on est un peu loin peut-être. Je sais pas. Comment ça marche ça? Je sais pas du tout. Ce que je vous propose, parce que je sais pas trop comment ça fonctionne, je vais stopper la vidéo ici. Moi, ça va me permettre du coup de regarder un petit peu sur BGG, sur des forums, sur peut-être d'autres vidéos également, comment ça fonctionne exactement les combats. Voilà, et puis vous pouvez même m'aider dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour m'aider, pour savoir un petit peu comment ça se passe, parce que j'ai pas tout compris au niveau du livre de règles. C'est pas vraiment expliqué comment les monstres jouent. C'est expliqué comment les actions en opposition, là, ok, je suis d'accord. Mais je sais pas. Je sais pas comment ça marche, comment fonctionne un monstre. Là, c'est au monstre de jouer en premier, puisqu'il a une initiative plus grande, hein, il a 10. Comment, qu'est-ce qu'il fait en fait? Est-ce qu'il fait un déplacement? Vous voyez, parce qu'il est quand même un peu loin, hein, je peux vous montrer. Voilà. Il est quand même un petit peu loin de moi. Je veux dire, il peut pas. Moi, je suis au début de la. Voilà, je suis là à l'entrée. Hein. Lui, il est là, au fond. C'est ce qui était indiqué dans le livre. Hein. Ouais. Il y a des cases pour se déplacer. Donc, il peut se déplacer du nombre de corps. Donc, je suppose qu'il va se déplacer. Il va venir au corps à corps. Je suppose qu'il va m'attaquer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est pas écrit dans le livre de règles. Mais je suppose qu'il va faire ça. Et c'est pas écrit dans le livre de règles. Il fait tout le temps un déplacement. Ça veut dire qu'il ferait tout le temps un déplacement attaque, par exemple. Je sais pas hein, comment ça marche. Donc voilà, on va se quitter là pour ce premier épisode. Voilà, je vous rappelle que c'est une partie découverte et que vu que c'est à moitié un jeu de rôle, à moitié un jeu de plateau, bah, les règles sont quand même assez difficiles. Voilà, ça va me laisser le temps d'essayer de bien comprendre, regarder d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.